Partie de cette conférence porte sur le vivre ensemble. Alors, c'est un thème assez passionnant parce que nous pouvons constater aujourd'hui que le pays est en lambeaux. Alors, la question est de savoir dans quelle mesure est-il en lambeaux et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Camerounais retrouvent leur joie de vivre et se constituent comme un peuple uni. Donc, je vais commencer par parler des fondements universels du vivre ensemble et le vivre ensemble en démocratie. Le vivre ensemble est une valeur universelle inscrite dans l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article indique que tous les êtres humains naissent libres et égaux en valeur, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Alors, cette maxime a pour conséquence que tous les êtres humains ont droit à une égale protection de la loi. Le respect de l'égalité de tous devant la loi constitue donc le fondement de la justice et de la paix et donc la condition du vivre ensemble. Pour atteindre l'idéal du vivre ensemble, il faut donc un minimum de démocratie. Dans le mot démocratie, démos signifie peuple et kratos signifie voix. La démocratie, donc, c'est la voix du peuple, c'est le pouvoir du peuple exercé par le peuple et pour le peuple. En tant que tel, la démocratie est le seul régime politique qui met tout le monde au sein du peuple, sur le même pied d'égalité. Mais, qui est ce peuple? Est-ce une entité culturellement homogène? Non. Le peuple n'est pas toujours une entité culturellement homogène. Les États-Unis, par exemple, constituent un peuple, le peuple américain. Mais sa diversité culturelle, ethnique et raciale en fait l'un des peuples les plus riches du monde. Un peuple peut donc se constituer par-delà sa diversité culturelle et ethnique. Et pour que ceci soit possible, toutes les composantes de cette diversité doivent participer pleinement à la vie nationale, sans exclusion aucune. Autrement dit, un peuple ne peut exister que s'il existe un certain nombre de règles, de lois justes et de programmes d'inclusion qui poussent tout le monde, toutes les composantes, à aller vers la même direction que nous appelons ici le vivre ensemble. Et c'est ce qui se passe donc en démocratie. Qu'est-ce qui se passe en dictature? En dictature, on observe une impossibilité du vivre ensemble. Nous allons le montrer d'abord à travers l'impossible vivre ensemble entre les gouvernants et les gouvernés, bien entendu au Cameroun. De ce qui précède, de ce qui vient d'être dit, nous comprenons que le vivre ensemble n'est pas possible en dictature. En effet, la dictature est le gouvernement d'un régime incarné par un despote et c'est donc le gouvernement d'un régime exercé par le régime et pour le régime. Un gouvernement du régime exercé par le régime et pour le régime ne peut devenir ou être en même temps un gouvernement du peuple exercé par le peuple et pour le peuple. Le despote n'a donc pas pour ambition de défendre les intérêts du peuple. Au contraire, il exploite ce peuple et garde ses distances vis-à-vis de lui. Dès lors, on observe une scission, une distanciation entre le régime et le peuple, c'est-à-dire donc une impossibilité du vivre ensemble entre les gouvernants et les gouvernés. L'exemple le plus frappant, n'est-ce pas, est celui de notre pays où on observe d'année en année et de décennie en décennie une absence totale du chef du régime au sein du peuple.
Paul Biya, puisqu'il s'agit de lui, ne fait jamais de descente sur le terrain. Ni en cas de catastrophe naturelle, par exemple les inondations, ni en cas de catastrophe humaine causée, par exemple, par n'est-ce pas, des erreurs humaines, comme dans le cas des ECA, où on a eu des centaines, le déraillement du train des ECA qui a fait des centaines de morts. Il ne s'est jamais déplacé, n'a même pas fait de communication, même pas de condoléances. C'est incroyable. Ni il ne fait de déplacement, ni dans le cadre des guerres. Nous avons eu Boko Haram au nord, il n'y est jamais allé. On a la crise anglophone, la guerre civile, il n'est jamais allé. On a eu des débordements dans la frontière centrafricaine, il n'y est jamais allé. Alors, il ne se présente jamais au sein de la population. On construit des stades, il ne va jamais contrôler le travail par lui-même. Et donc vous voyez, cette distance entre les gouvernants et les gouvernés prouve que chez nous, le vivre ensemble n'existe pas. Alors, on va parler maintenant d'un autre point, la construction du tribalisme comme destruction du vivre ensemble. Parce que si le vivre ensemble n'existe pas, c'est parce qu'il y a des mécanismes de sa destruction. Et le tribalisme en est un. Donc, comme on a dit plus haut, le vivre ensemble est l'expression des lois et des règles régissant le fonctionnement des entités communautaires et des composantes sociales au sein d'un peuple. C'est ce qui se passe en démocratie. Et chaque pays édicte ses lois et ses règles. Mais pour que celles-ci rendent le vivre ensemble possible, il faut que ces lois et ces règles correspondent à l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui décrète l'égalité de tous devant la loi et instruit le droit de tout être humain à une égale protection devant cette loi. Or, l'État camerounais est réputé pour sa politique d'exclusion tribale telle que l'on peut le lire dans le célèbre livre d'Ateba Yene, les paradoxes du pays organisateur, publié en 2008. Dans ce livre, l'auteur y présente une politique basée sur les avantages d'exception, donc les avantages exceptionnels accordés à une tribu, la tribu la région natale du chef de l'État. Et il y fait mention de ce que déjà en 2008, cette région avait connu 5 secrétaires généraux de la présidente de la République, 22 ministres, 42 directeurs généraux des sociétés d'État, 5 généraux d'armée, 2 directeurs du cabinet civil, 8 recteurs et chanceliers d'université, 10 directeurs de grandes écoles, 17 présidents de conseils d'administration des sociétés d'État, etc. Mais ce qui frappe, ce n'est pas le fait qu'il y ait tant d'élites fabriquées par le régime dans l'intention de donner des pouvoirs exceptionnels à une des composantes ethno-culturelles du pays. Ce qui frappe, c'est surtout le fait que ces avantages ne sont régis par aucune loi prévue par la Constitution et garantissant le vivre ensemble. Du coup, on se rend compte que le tribalisme est un acte illégal, artificiellement construit sur le dos de la loi fondamentale. Et si les gens en sont frustrés et fâchés, c'est parce que le tribalisme représente une violation de cette loi. La réparation du préjudice causé au vivre ensemble par le tribalisme, n'est-ce pas, ne peut donc se faire que par la criminalisation de cette pratique. Criminaliser le tribalisme contribuerait donc à mettre fin à l'arbitraire et à la lâcheté de ces acteurs et à tendre vers le vivre ensemble. Maintenant, nous allons parler du hold-up électoral comme négation de la démocratie et comme rejet du vivre ensemble. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le vivre ensemble est difficile au Cameroun en raison de certaines pratiques qui sont presque institutionnalisées par le régime pour se maintenir au pouvoir. Et le hold-up électoral en est un. Dans quelle mesure? Dans la mesure où l'un des piliers de la démocratie
est le suffrage universel. Et le suffrage universel, c'est quoi? C'est la possibilité qui est donnée de choisir les représentants au travers desquels le peuple va gouverner, étant donné que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Or, depuis l'avènement de la démocratie au Cameroun en 1992, on assiste lors des scrutins à des fraudes massives, à des falsifications des résultats des urnes et à des hold-up électoraux. Frauder et falsifier les résultats d'une élection, c'est empêcher consciemment la voix du peuple de s'exprimer. C'est montrer que le gouvernement en place n'est pas celui du peuple. Que ce gouvernement n'est pas dirigé par le peuple, mais qu'il est plutôt un gouvernement de malfrats, exercé par des malfrats et pour les malfrats. Le hold-up électoral est ainsi une atteinte à la loi, car aucune loi électorale ne prévoit la fraude et la falsification des résultats d'élection. En tant qu'entorse à la loi, le hold-up électoral devient de ce fait illégal. Et les personnalités prétendument élues issues de ce hold-up sont non seulement illégitimes, mais aussi illégales. Ainsi, perdant à la fois leur légitimité et leur légalité, ces personnalités-là ne méritent plus d'assumer leurs fonctions. S'ils les assument, cela entrave le vivre ensemble. Et c'est ce qui arrive au Cameroun, et c'est ce qui fait en sorte que les mouvements de la diaspora, parmi lesquels ceux d'aujourd'hui, sous la forme de conférences, cherchent à consacrer ce vivre ensemble, à ramener chacun, à prendre ses responsabilités, à éviter les entorses répétitives à la loi. Ces mouvements exigent rien de moins que la démission de Paul Biya, parce que le hold-up a consacré le fait qu'il est à la fois illégitime et illégal. Maintenant, nous allons parler de la corruption et des violences multiformes au sein, comme frein au vivre ensemble dans la société camerounaise. On ne peut pas passer sous silence le fait que lorsqu'un régime a fait des détournements des fonds publics, de la corruption, des fraudes, des hold-up électoraux, une culture politique, il perd non seulement sa légitimité, mais aussi sa légalité. Il perd aussi sa dignité au sein du peuple et l'autorité morale pour se faire respecter et conduire les affaires courantes. On assiste alors à une désintégration progressive des mœurs sociales. Pourquoi? Parce que un tel régime est perçu par le peuple, par les composantes sociales, comme le premier violeur de la loi. C'est le début donc du clash entre les différentes composantes ethno-culturelles de la nation, entre les différents individus, et c'est là tout le drame camerounais. On note au sein de la population camerounaise la violence verbale à tout bout de chemin. On n'a qu'à regarder dans les rues de nos grandes villes, les moto-tarsimènes et les tarsimènes s'injurier, s'engueuler, sous le regard médusé de tout le monde. On n'a qu'à observer également ces mêmes gens ne pas respecter les feux de circulation parce que la loi a foutu le camp. C'est aussi le cas des violences physiques, des présupposés bandits qui sont lynchés par la justice populaire parce que la loi ne fonctionne plus. Tout cela prouve que le vivre ensemble n'existe plus. Alors, au regard de tout ce qui vient d'être dit, comment construire une idée moderne du vivre ensemble? Si un peuple veut garantir le vivre ensemble en son sein, il n'a pas d'autre choix que d'imposer la démocratie. La démocratie étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Pour ce faire, il doit, en tant qu'entité consciente de son besoin pressant d'instaurer ce vivre ensemble, saisir la nécessité de renverser la dictature à travers sa propre révolution. Une fois la révolution réussie et achevée, le peuple doit élaborer les fondements juridiques du vivre ensemble, c'est-à-dire établir clairement les mécanismes d'activation de ces lois. Mais nous savons, comme l'a dit le porte-parole Olivier Bibou-Nissak, les droits constitutionnels ne s'activent pas tout seuls. Il faut des citoyens éclairés, dignes, courageux et braves qui les activent pour que ces droits soient ultimement respectés. Donc, un code électoral juste et consensuel qui fait partie des fondements juridiques du vivre ensemble permet de choisir de telles personnes éclairées. Il faudra également criminaliser le tribalisme et démocratiser les dénonciations des violences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les lois adoptées devront inclure des passages sur la criminalisation du passage. C'est-à-dire si un citoyen envoie des propos tribalistes envers quelqu'un d'autre, que cela soit dénoncé et sanctionné par la loi. De plus, il faudra instaurer des formations obligatoires sur le vivre ensemble, incluant l'importance de la solidarité de tous envers tous. Instaurer un code de conduite dans l'administration, dans les établissements publics, dans les lieux publics, de façon à rendre au Cameroun la maxime que Barack Obama aime répéter, cette maxime universelle qui veut que chacun se comporte envers les autres comme il aimerait que l'on se comporte envers lui. La criminalisation du tribalisme et des violences devra contenir des mesures de prévention, de sensibilisation dans les familles, dans les écoles, dans les lieux publics et établir un processus clair de plainte avec implication des populations, un plan d'intervention, des services d'accueil et de prise en charge et de soutien psychosocial des victimes et enfin une grille de sanctions disciplinaires applicables. Il faudra aussi valoriser les acteurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire instaurer une culture de la valorisation des talents et des meilleurs acteurs du vivre ensemble au sein de la population, afin de créer des repères sociaux pour les jeunes générations et pour les générations à venir. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour notre pays, et nous pouvons voir que tout cela existe déjà dans certaines sociétés, par exemple la société canadienne. Dans la société canadienne, par exemple, le vivre ensemble au niveau administratif est clair. Quand vous allez dans des services administratifs, vous voyez toujours affiché au mur « zéro violence »,« politesse obligatoire », etc. Quand vous arrivez à l'aéroport, on vous accueille avec un sourire en vous disant « bienvenue au Canada ». Quand vous entrez dans un bus, le chauffeur du bus vous dit « bonjour » et au moment de sortir, il vous dit « au revoir et à la prochaine ». Donc voilà des règles de vivre ensemble, n'est-ce pas, qui permettent une cohésion sociale. Prenons le cas du ministère de l'Éducation nationale. Si vous avez déjà fait, vous êtes des parents, vous avez déjà eu à faire des projets avec vos enfants. Le Canada est un pays où se retrouvent presque tous les peuples de la Terre, dont il y a une multiculturalité, une multi-ethnicité qui est plus forte même que celle qui existe au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Les professeurs demandent aux élèves de faire des projets en histoire, en géographie, sur leur pays d'origine. De sorte que, quand l'élève arrive en classe, l'élève camerounais vivant au Canada qui arrive en classe, il présente un projet sur le Cameroun, parle des régions du Cameroun, parle de ses propres traditions ancestrales, n'est-ce pas, des traditions ancestrales de ses parents, etc. L'élève fait la même chose. De cette façon, on crée une dynamique de vivre ensemble qui va se déployer plus tard dans la société.
et faire en sorte que, malgré les différences raciales et ethniques, n'est-ce pas, les gens se parlent, se comprennent, s'apprécient, n'est-ce pas, et cela réduit la violence verbale et physique. Prenons le cas du ministère de l'Immigration au Canada, particulièrement à celui du Québec. Entrez dans les archives, vous allez voir. Le ministère est d'ailleurs intitulé « Ministère de l'Immigration et de la diversité et de l'inclusion ». La diversité et l'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des lois qui permettent la pleine participation de tout le monde à la vie nationale. Ça, c'est l'inclusion. Ensuite, ces mêmes lois encouragent toutes les communautés culturelles et ethniques à s'organiser entre elles-mêmes et à produire ce qu'elles peuvent produire pour le bien de la nation. C'est pour ça que vous allez voir ici une multitude d'associations culturelles. Ce qui ne se passe pas au Cameroun, par exemple. Imaginez-vous au Cameroun, des élèves dans une salle de classe où on a des Bassa, des Bamileke, des Bakweri, des Douala, des Haoussa, des Boulou, etc., qui, chacun, fait des projets sur son propre village et présente en classe. C'est ça le véritable vivre ensemble. Il faut qu'on arrive à cette situation. Alors, sur ce, je vais conclure pour dire que le véritable modèle du vivre ensemble est dans le concept de l'interculturalité. L'interculturalité se définit comme étant l'interaction entre les composantes ethnoculturelles d'un peuple. Et qui dit interaction dit pleine participation des personnes de toutes les classes d'âge, des personnes sans considération de sexe, de religion, de groupe ethnoculturel, dans un mouvement continu d'influence mutuellement bénéfique. Or, c'est à l'État de travailler à l'élaboration et au respect absolu des lois qui rendent ce mouvement interactif possible. C'est cela le vivre ensemble, tel que l'État doit le construire. Car lorsque l'État travaille à favoriser la pleine participation de tous, sans discrimination, sans exception, à la construction de la nation, il renforce les liens sociaux et communautaires et rend vivante la démocratie. Le faire exige un leadership responsable et dévoué, lequel manque pour le moment au Cameroun, d'où la raison du thème d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup Maurice, merci beaucoup. Je rappelle que Maurice est le représentant du MRC au Québec. Nous allons